Ouais, ça marche. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Niels Techer, donc je travaille au muséum à la station marine de Dinard. Et je vais vous présenter du coup des travaux qu'on a fait dans le cadre de nos activités à la station marine de Dinard, en collaboration notamment avec EDF R&D. Et l'idée de ces travaux, c'était d'essayer de prédire du coup les événements de migration de l'anguille argentée, hein, c'est le sujet aujourd'hui, à la fois avec des approches qui sont spécifiques à des sites particuliers, et puis voir dans quelle mesure on pouvait essayer de transposer ce qu'on observait sur un site donné à un autre site. Donc ça rejoint ce que disait Charlie à l'instant. Donc je suis désolé, on va faire peut-être un petit peu de stats, mais assez simplement, j'espère. Comme vous savez, la fragmentation des milieux aquatiques, hein, c'est un des enjeux principaux pour la restauration de l'écologie des poissons en rivière, avec des impacts sur les poissons qui sont importants parce que ça va limiter à la fois la dispersion des individus vers les habitats qui sont en amont ou en aval des ouvrages, avec pour certaines configurations des influences directes sur la survie ou indirectes. C'est le cas notamment quand on a des ouvrages qui sont équipés de turbines hydroélectriques ou encore même d'ouvrages non équipés mais qui vont bloquer la migration de certains individus qui ont besoin d'effectuer des changements d'habitat au cours de leur vie. C'est le cas notamment pour l'anguille, hein, qui est une espèce catadrome, comme vous le savez, une phase de reproduction marine, ensuite une première migration vers les zones de croissance en rivière, en zone saumâtre, etc. Donc là, c'est le premier moment à laquelle elles peuvent rencontrer un obstacle, pendant la phase de colonisation jusqu'à la croissance. Et puis après, un retour vers les zones de reproduction, au stade argenté, comme on l'a vu, où là aussi, du coup, la présence d'obstacles sur le linéaire va bloquer cette migration et peut induire, du coup, des ruptures dans le cycle écologique de cette espèce. Donc globalement, deux étapes à laquelle les anguilles font face à des obstacles en rivière. Des solutions aussi qui existent, notamment pour essayer de faciliter le franchissement de ces obstacles. On a vu pas mal d'exemples hier, hein, pour la dévalaison, pour la montaison par exemple, des passes à poissons, des ascenseurs à poissons dans certains cas, ou voire de la translocation. On ne va pas s'étendre sur ces techniques parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On va se concentrer plutôt sur la phase de dévalaison. Donc le retour des anguilles argentées vers les zones de reproduction, où là, on peut mettre en place des exutoires de dévalaison, des turbines fish-friendly qui pourraient du coup être moins impactantes au niveau de la survie des individus, ou sinon avoir des techniques de gestion différentes au niveau des ouvrages, des exploitations, en réalisant par exemple des arrêts de turbinage au moment où les anguilles doivent passer. Le but, c'est tout simplement d'arrêter le turbinage au moment où les anguilles passent pour éviter d'abîmer ces anguilles, d'avoir des impacts sur la survie, ou une gestion hydraulique différente en augmentant l'attrait de certaines voies de passage qui peuvent être non létales pour les anguilles. Donc ça, c'est des méthodes qui sont intéressantes. Elles ne sont pas applicables partout, mais elles sont intéressantes dans le sens où elles ne nécessitent pas de modification d'ouvrage en tant que tel. Par contre, elles ont un coût économique récurrent. Un arrêt de turbinage, ça va avoir un impact sur la production d'électricité, nécessairement. Pareil, si on a des relargages d'eau, on va avoir une perte de charge associée. Du coup, ça nécessite de pouvoir essayer de prédire assez finement à quel moment arrivent les anguilles sur l'hydrosystème. Donc c'est un petit peu l'objectif des travaux qu'on a menés, où l'idée, ça va être de pouvoir voir dans quelle mesure on peut prédire les événements de migration des anguilles argentées à partir de données environnementales. Parce que comme l'a présenté Charlie, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation assez fine entre des conditions hydrologiques particulières et des dévalaisons d'anguilles. Le but étant de pouvoir anticiper quelques temps à l'avance la mise en place de mesures de gestion pour faciliter le passage des anguilles. Alors des modèles de migration, il y en a un certain nombre qui ont été développés déjà, qui ont permis de mettre en évidence qu'il y a pas mal de facteurs au final qui peuvent être influents sur la migration de l'anguille. C'est le cas notamment de la température de l'eau, parce que là on va avoir derrière ça tout ce qui va être cycle saisonnier avec une diminution des températures qui traduit un petit peu le début de la saison de dévalaison, souvent en période automnale et hivernale. La luminosité, qui peut être un facteur qui va inhiber la migration de l'anguille, notamment la lune. Les jours de pleine lune, on a une luminosité plus importante. Les anguilles vont avoir tendance à pas trop dévaler pendant ces périodes-là. On a aussi la force, la direction du vent, et puis tout plein de phénomènes climatiques, la pression atmosphérique, la présence d'événements pluvieux, le débit de la rivière, comme on l'a vu, une augmentation de débit est souvent associée à une dévalaison d'anguilles, la hauteur d'eau, la turbidité, la conductivité.
globalement en fait plein de paramètres qui sont intercorrélés entre eux, ce qui fait qu'il est assez difficile de savoir quel est le paramètre clé qui va forcer la dévalaison. Globalement, quand il fait pas beau, qu'il y a une forte pluviométrie, on va avoir une augmentation des débits, des hauteurs d'eau, qui est associée à une modification de la turbidité et de la conductivité. Alors en gros, une bonne journée pour la dévalaison de l'anguille, c'est quand il fait assez moche. C'est ce qu'on retrouve aussi dans nos jeux de données. Donc là, je vous ai mis l'exemple de suivi qui avait été fait en télémétrie sur la Meuse belge, dans le cadre du projet Life for Fish, où on observe du coup les petites barres bleues qui sont en fait les événements de migration des anguilles. Et à côté, on a la variation de débit associée. Et on a bien une corrélation très forte entre des pics de dévalaison et des pics de débit. Et si on regarde, du coup, sur ce même jeu de données, quels sont les facteurs importants, du coup, pour expliquer ces événements de migration, on s'aperçoit que, en fait, c'est surtout les variations de débit. Donc là, c'est les delta 1 et delta 5 qui sont les variations de débit par rapport à la veille et par rapport à 5 jours. Et globalement, c'est ces deux paramètres hydrologiques qui vont être essentiellement associés aux migrations, enfin, en tout cas, aux journées où on observe des migrations. Plus que des paramètres physico-chimiques comme l'oxygène, la température, ou encore, je ne sais plus ce que j'avais mis d'autre, la conductivité ou la turbidité. Du coup, c'est un cadre assez intéressant parce que si l'hydrologie est le principal forçage, ça veut dire qu'on peut essayer de déterminer des critères assez simples pour réaliser des mesures de gestion comme des arrêts de turbinage. On peut se dire, globalement, si les anguilles descendent sur un pic de débit, on peut essayer de définir dans une période de migration, typiquement la période automnale-hivernale, un seuil de débit minimum, une variation de débit qui traduit le fait qu'on soit dans un pic de crue, et du coup des critères hydrologiques très simples, et la possibilité de reconduire la mesure de gestion plusieurs jours d'affilée, parce qu'on s'attend à ce que les anguilles ne dévalent pas forcément pendant une journée, mais on peut avoir un petit peu d'effet tampon avec une dévalaison qui se poursuit pendant plusieurs jours. Donc, c'est des méthodes qui sont des règles de décision qui sont déjà mises en place, notamment dans la Dordogne, où en fait, on va essayer d'évaluer un débit minimum, une variation de débit, au-delà de laquelle on va réaliser des arrêts de turbinage. Donc c'est intéressant, mais ça marche plutôt pas mal, mais ces seuils de débit, ils étaient essentiellement définis sur dire d'experts. Alors nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut essayer de faire pour objectiver le choix de ces seuils et optimiser le choix de ces seuils. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire en simulant en fait différentes règles, différents seuils sur la base du jeu de données existant, par exemple ici de la Meuse. On va simuler ce qui se passerait si on arrêtait les turbines pour des seuils de débit différents et des variations de débit différentes. Donc c'est le Q, c'est le débit du coup sur l'axe des X, et le delta Q, ça correspond à la variation de débit. Donc là, on choisit différents seuils et on simule ce qui se serait passé si on avait réalisé ces mesures de gestion. Et on calcule différentes variables qui permettent d'évaluer du coup l'efficacité de cette mesure, à savoir l'échappement, donc en haut à gauche, donc le pourcentage d'anguilles qui serait passé si on avait réalisé ces mesures de gestion, la sensibilité qui correspond en fait au fait qu'on ait arrêté les turbines alors qu'il y a bien un événement de dévalaison, la spécificité qui correspond à l'inverse au fait d'avoir laissé tourner les turbines alors qu'on n'a pas d'événement de dévalaison, et puis une autre variable qui est le nombre d'arrêts de turbinage qu'impliquerait cette mesure de gestion au cours de la saison de dévalaison. Donc ce qu'on a en bas. Donc là, on se retrouve avec 4 métriques qui traduisent à la fois l'efficacité d'identifier finement la période de dévalaison des anguilles, le pourcentage d'anguilles qui s'échappent, et en même temps le coût que représentent ces arrêts en termes de jours d'arrêt pour l'exploitant. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir croiser ces 4 paramètres pour identifier quel serait le meilleur compromis en termes d'efficacité de la mesure. Et ça, on peut le faire avec une méthode d'analyse décisionnelle multicritère. Donc c'est l'analyse top 6 qu'on a mis au milieu, et en fait qui combine ces 4 métriques et qui calcule un score qui varie entre 0 et 1, 1 étant le meilleur compromis qu'on peut observer entre ces quatre paramètres. Le but étant bien sûr de maximiser l'échappement, favoriser l'échappement des anguilles, bien cibler la fenêtre de dévalaison en minimisant les arrêts. Et du coup, c'est le graphe qu'on voit au milieu. Donc, pour différentes seuils de variation de débit et de débit, on peut identifier quelle serait la meilleure règle de décision sur la base des données existantes. Donc là, ici, par exemple, le meilleur compromis, dans ce cas-là, correspondait à une variation de débit d'à peu près 20% par rapport au jour précédent,
et un seuil de débit minimum aux alentours de 180 mètres cubes. Et si on applique cette règle de décision sur le jeu de données, on s'aperçoit qu'en fait, avec des règles de décision tout simplement assez simples, sur des critères hydrologiques dépassés ou non, on arrive à bien identifier les périodes où on a essentiellement des pics de dévalaison. Donc c'est en gros là où on aurait réalisé des arrêts de turbinage, ça aurait été les barres rouges qui correspondent assez bien à ce qu'on peut observer en termes de dévalaison. Donc avec des critères hydrologiques assez simples, dont tout le monde dispose, à partir du moment qu'on a un ouvrage, on arrive à peu près bien à cibler quand les anguilles passeraient au niveau des ouvrages, dans ce cas-là. On a essayé de faire l'exercice pour d'autres rivières pour lesquelles on disposait de données. Ici, la Dordogne, donc ça marche également assez bien. On arrive avec des critères simples, ces 2 critères de variation de débit et de débit minimum, à identifier les moments où passent les anguilles. Pareil sur une petite rivière bretonne, ici le Scorff, où on identifie aussi bien les moments où vont dévaler les anguilles, avec toutefois sur le Scorff, donc il y a une petite rivière, des dévalaisons qui se produisent essentiellement en début de période. Donc on continue avec juste un critère de variation de débit et de seuil de débit à produire des arrêts de turbinage à la fin de la saison, alors que les anguilles sont déjà passées. Donc c'est le cas aussi qui a été présenté à l'instant. Mais ça peut être réglé en fixant par exemple un nombre maximum de jours où on peut réaliser des arrêts de turbinage sur la saison. Donc ça, c'est des méthodes assez intéressantes parce qu'avec des critères simples, on s'aperçoit qu'on arrive à peu près à cibler les périodes de migration. Par contre, elles nécessitent de disposer déjà de données sur la zone d'étude. Il faut pour chaque ouvrage avoir un suivi qui permette d'avoir une image de ce qu'est la dynamique de dévalaison sur le site considéré. Et les critères qu'on va définir, les règles de décision, ils sont assez faiblement transposables d'un site à l'autre parce qu'elles dépendent d'une condition de débit qui dépend du débit de la rivière. Donc c'est des approches intéressantes, les approches site spécifiques, mais qui sont assez difficilement transposables en l'état. Or, quand on regarde ce qui se passe un peu en Europe en termes de barrières hydrologiques, c'est assez impressionnant. Je ne dis pas que toutes ces barrières doivent faire l'objet de mesures de gestion, quoique. D'ailleurs, il y en a certaines, une bonne partie, qui sont en dehors d'aire de répartition de l'anguille, mais quand même, il y a quand même beaucoup de sites pour lesquels on aurait à mettre en place des mesures de gestion en faveur de la dévalaison. D'où l'idée d'essayer de réfléchir à des outils qui pourraient être transposés d'un site à l'autre sans pour autant avoir besoin de réaliser des suivis spécifiques sur chacun des ouvrages, parce que tout simplement, ça paraît illusoire d'imaginer faire un suivi particulier à chaque ouvrage. Alors on a essayé de réfléchir un petit peu à ça, de voir si c'était possible en combinant différentes informations issues de différents bassins versants pour lesquels on disposait de la donnée. Et l'idée là, c'est bien d'essayer de voir si on développe un modèle sur un bassin versant donné, est-ce qu'on peut le transposer à un autre. Donc pour ça, on a sollicité les différents gestionnaires qui étaient du coup en charge de réaliser des suivis sur différents hydrosystèmes, notamment les rivières index. D'ailleurs, j'ai sollicité certains d'entre vous et on a réussi à obtenir du coup, d'ailleurs je remercie tous les producteurs de données, un certain nombre de jeux de données en France et en Belgique, donc une douzaine de sites pour lesquels on a des données de dévalaison qui sont hétérogènes, parce qu'on a des suivis de passe par des suivis de caméra, d'autres où c'est de la pêcherie, des suivis par télémétrie. Donc des données très hétérogènes en l'état, donc pas directement comparables, d'autant plus qu'il y en a qui ont été acquis sur des grandes rivières, la Loire par exemple, et puis d'autres sur des tout petits fleuves côtiers, par exemple Loire, le Scorff, où on va avoir des modules très faibles. Donc on a des données qui ne sont pas directement comparables. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est pour chaque site, est-ce qu'on a un gros événement de dévalaison, un moyen ou un petit? On peut se baser sur une échelle qualitative. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, parce que ça, du coup, l'échelle qualitative, on peut la comparer d'un système à l'autre assez facilement. Donc pour chacun de ces jeux de données, on a essayé d'identifier l'intensité des pics de migration, à savoir les gros pics de migration qui correspondent ici aux barres rouges, qui correspondent en fait aux jours pour lesquels il y a aux jours de très forte dévalaison qui ont comporté plus de 50% des anguilles de la saison.
Ensuite, les jours de dévalaison forts à moyens, les jours de forte dévalaison pour lesquels on a jusqu'à 75% de la migration qui s'est passée. Et enfin, quasiment l'ensemble des jours de dévalaison pour lesquels il y a 95% des anguilles qui sont passées pour la saison. Donc là, on a une échelle qualitative du coup, de l'intensité de la migration, qui est directement comparable d'un site à l'autre, même si on a des outils de mesure qui sont différents. Et l'exercice, ça va être de pouvoir essayer de prédire, du coup, les jours pour lesquels on a de la migration, donc à ces différentes intensités, pour chacun de ces sites de référence. Alors, pour ça, on a réalisé une approche par modélisation d'ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une approche où, en fait, dans un premier temps, on va réaliser un modèle différent pour chaque site, indépendamment. Donc, pour chaque site, on a juste un modèle statistique qui permet de prédire la probabilité d'avoir un événement de migration, donc indépendamment pour chaque site. Ensuite, pour chacun de ces sites, on va pouvoir réaliser des prédictions. En donnant au modèle des conditions hydrologiques d'un autre site, on va pouvoir réaliser une prédiction qui nous prédit du coup les jours pour lesquels on aurait une intensité de migration importante, par exemple. Et ces prédictions, qui sont toujours indépendantes entre sites, on va ensuite pouvoir essayer de les rassembler, tout simplement en faisant une sorte de moyenne des prédictions, et une moyenne qu'on peut pondérer en fonction de la similarité des caractéristiques entre le bassin versant pour laquelle on veut faire une prédiction. En se disant, par exemple, il y a des chances qu'un grand bassin versant, la dynamique de dévalaison d'un grand bassin versant ressemble plus à celle d'un autre grand bassin versant que d'un petit. Donc voilà, la démarche est celle-là. Il faut également donner au modèle des choses qui soient comparables en termes de variables explicatrices, en termes de variables environnementales, parce qu'on ne peut pas directement comparer le module de la Loire avec le module du Scorff, par exemple. Il y en a un pour lesquels on a un module aux alentours de 200-300 mètres cubes, et l'autre, ça va être 1 ou 2 mètres cubes. Donc on va essayer de standardiser tout ça. Et une méthode qui fonctionne, c'est de standardiser par les débits classés, du coup, qui traduisent un petit peu l'amplitude de variation des débits dans chacun des cours d'eau. Donc au lieu d'utiliser une variable de débit classique, on va utiliser les débits classés. Est-ce que je suis dans un fort débit, un moyen, un faible, sachant les variations de débit qui existent dans ce milieu. Pareil, on va pouvoir expliquer la dévalaison, comme on l'a vu, avec des variations de débit. Donc on a calculé des variations de débit sur 1 jour, sur 3 jours et sur 7 jours. Mais là aussi, cette amplitude de débit, il faut essayer de la standardiser pour que les gammes de valeurs soient similaires entre une grande rivière et une petite rivière. Et pour ça, on peut là aussi le rapporter à la variation des débits classés qui correspond en fait au range, à la gamme d'étendue de variation qu'on observe classiquement sur ces milieux. Donc là, on a des variables standardisées qui sont comparables d'un site à l'autre, même s'ils ont des régimes hydrologiques avec des modules très différents. Et on a aussi une autre variable qui est intéressante, qu'on a inclus dans les modèles, qui est le nombre de jours pour lesquels on a des débits qui dépassent le débit classé 70. Donc en gros, le nombre de jours où on a eu des épisodes de crue depuis le début de la saison de migration. Et ça traduit quoi ? Ça permet de calculer le nombre d'opportunités hydrologiques favorables à la dévalaison de l'anguille depuis le début de la saison. Donc le nombre de pics de crue, en gros, depuis le début de la saison, parce qu'on s'attend à ce que la probabilité d'avoir des anguilles qui migrent, elle diminue au fur et à mesure de la saison, comme on a vu sur les petites rivières, où en fait on a essentiellement des migrations en début de période des migrations en début de saison de migration, et puis au final, ça décroît un petit peu au fur et à mesure du temps. On a ajouté également la phase lunaire, parce que là aussi, on s'aperçoit que en période de pleine lune, on a tendance à avoir moins de migration liée à la luminosité plus importante. Alors pour chacun de ces sites, on a ajusté des modèles, c'est des BRT, des Boosted Regression Trees, où l'idée, en fait, c'est du coup de prédire c'est l'intensité de ces migrations pour chacun des sites, avec un même paramétrage pour chacun des sites. En termes de résultats, qu'est-ce qu'on peut sortir de ces modèles quand on les fait tourner ? On peut déjà aller voir quels sont les prédicteurs les plus importants, c'est-à-dire quels sont les forçages environnementaux qu'on a donnés à notre modèle pour prédire qu'est-ce qui est le plus important. On s'aperçoit que globalement, c'est les variations de débit, donc pas surprenant, ça traduit le fait qu'on soit en période de crue, qui ont un effet dominant sur la probabilité de migration, et aussi le nombre de jours où il y a eu des crues, le nombre de crues depuis le début de la saison de migration. Donc là, on retombe un petit peu sur ce qu'on observait en premier résultat, que globalement les anguilles descendent quand il y a de l'eau.
Un autre résultat qu'on peut sortir de ces modèles, donc qui sont ajustés indépendamment pour chacun des sites, hein, il n'y a aucun lien entre eux, c'est d'aller voir pour chacune des variables environnementales qui nous servent à prédire la probabilité de migration, quelle est l'influence de ces variables environnementales sur la probabilité de migration. On s'aperçoit en fait que les variations de débit, donc les deltas 3 jours et 4 jours, qui sont les variables qui sont les plus influentes sur la probabilité de migration, en fait, elles n'ont pas du tout une relation linéaire avec la probabilité de migration. Donc la probabilité de migration, elle n'augmente pas de manière linéaire avec l'augmentation de débit. C'est plutôt un effet de seuil. C'est ce qu'on observe là, où on a un décrochement. Dès qu'on passe une certaine variation de débit, paf, on a l'intensité de la migration qui se déclenche. La migration qui se déclenche. Donc des effets essentiellement non linéaires. Et pareil, on s'aperçoit qu'on a l'effet donc là, du nombre de jours n above, qui correspond au nombre de jours après le nombre de jours de crue depuis le début de la saison de migration. Donc là, on a une probabilité de migration qui décroît, ce qui signifie tout simplement qu'en fait, la majorité des anguilles sont passées sur les premiers pics de crue, et plus on avance dans la saison, plus la probabilité de migration elle décroît, hein, tout simplement. Donc cette variable est assez intéressante aussi. Donc là, on est sur des modèles qui sont ajustés complètement indépendamment, et pourtant, on s'aperçoit que en fait, chacune des lignes correspond à un site. On s'aperçoit qu'au final, on a des choses qui se ressemblent assez fortement. Donc globalement, d'un site à l'autre, même avec des hydrologies très variables, on a des patrons, en tout cas de réponses des anguilles argentées, donc des réponses comportementales, qui sont assez proches. Donc ça, c'est assez encourageant si on parle en termes de transposition d'un site à l'autre. Donc là, pour rentrer dans le cœur du sujet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé chaque modèle indépendamment d'un site pour prédire sur un autre site. Qu'est-ce qui se passe si on prédit sur une rivière, par exemple, avec Loire? On prend le modèle de Loire et on essaye de prédire ce qui se passerait sur les Loms, sur le Scorff, etc. Est-ce qu'on arrive à prédire la migration sur une autre rivière à partir d'un jeu de données? Et ça, on peut l'évaluer avec un critère, donc c'est l'AUC. Donc les chiffres qui sont là, en fait, c'est un critère d'AUC, c'est un critère statistique qui varie entre 0 et 1 et qui permet de dire à peu près, de donner l'adéquation, en gros, entre la capacité, enfin de traduire la capacité du coup d'un modèle de prédire sur un autre modèle. Donc plus on est proche de 1, plus on prédit bien ce qui se passe. Et on s'aperçoit que assez globalement, quand on prend un modèle pour essayer de prédire ce qui se passe sur une autre rivière, on s'en sort pas trop mal parce qu'il y a pas mal de bleu foncé dans cette table. Après, il y a de la variabilité. On s'aperçoit qu'il y a certaines rivières sont plus à même de prédire ce qui se passe dans d'autres rivières, etc. C'est normal. Et du coup, là, on est toujours sur un site et on essaye de prédire un autre site. Après, ce qu'on peut faire, c'est essayer de moyenner, du coup, ce qu'on observe sur différents sites pour prédire sur notre site d'intérêt. Donc, la première manière de rassembler ces différentes prédictions, c'est juste de faire une moyenne, tout simplement. On prend tout ce qui se passe sur nos sites, excepté celui où on veut prédire la dévalaison, et on fait la moyenne de nos prédictions. Et là, on s'aperçoit, donc c'est la ligne en bas, là, que globalement, les prédictions, elles se stabilisent. On arrive à avoir des prédictions assez fiables pour l'ensemble des rivières, avec du coup un modèle moyen. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut essayer de pondérer cette moyenne par la similarité, donc par la ressemblance entre les bassins versants. C'est ce qu'on a essayé de faire en pondérant par la taille du bassin versant. C'est la première idée qu'on peut faire de manière assez simple, c'est de se dire, la dynamique de dévalaison, elle va sans doute être assez proche entre deux grands bassins versants qu'entre un grand bassin versant et un petit. Donc on peut pondérer comme ça cette prédiction, et ça permet du coup d'avoir une prédiction qui est légèrement améliorée. Donc ça, c'est pour la capacité de prédire d'un modèle. Après, en termes de sortie, concrètement, qu'est-ce qui nous sort notre modèle quand on fait notre prédiction sur un site complètement indépendant? C'est-à-dire qu'on prend tous nos sites, excepté un, pour lequel on veut faire la prédiction, et on essaye d'utiliser ces modèles pour prédire sur un site dont on n'aurait potentiellement pas de données. On s'en sort plutôt pas mal sur des rivières avec des caractéristiques très contrastées. Là, par exemple, j'ai mis Loire et la Loire. Donc, à part le L, il y a une différence de module d'à peu près 200 mètres cubes. La Loire, on est aux alentours, c'est un affluent de la Sélune, on est aux alentours de 1 à 2, même pas 1 mètre cube, je dirais, de module. Et la Loire, on doit être plus aux alentours de 100, 200, je ne pourrais pas vous dire exactement.
Et au final, on s'aperçoit qu'on arrive assez bien à prédire les pics de migration. Donc vous avez ici en orange en fait, les prédictions du modèle, où en fait, on a la probabilité d'avoir un pic de migration qui augmente de manière assez cohérente avec les observations qu'on peut faire sur ces deux systèmes. Donc globalement, avec un même outil, on arrive à prédire assez bien ce qui se passe sur des rivières avec des régimes hydrologiques assez différents. Du coup, ça c'est pas mal, parce que ça ouvre quand même les portes à une application à une échelle assez large, parce que la seule matière première dont on a besoin pour faire tourner ces modèles, c'est une donnée d'entrée de l'hydrologie, donc une donnée de débit. Et les données de débit, on en a tous, soit au niveau des ouvrages, soit là j'ai mis les données de la banque, enfin, des stations de la banque hydro qui sont disponibles quand même à large échelle et en temps réel maintenant, notamment avec Vigicru, avec l'API Vigicru qui permet d'obtenir ces données, voire des prédictions pour le lendemain assez facilement, en temps réel. Donc ça c'est assez chouette. Après il y a des moments où ça ne marche pas, il faut le dire aussi. Donc il y a des moments où ça fonctionne bien et des moments où c'est plus limitant. Et ça, c'est le cas notamment quand on a des régimes hydrologiques qui sont très perturbés ou une dynamique de migration qui est perturbée par les activités humaines, par exemple. C'est ce qu'on observe du coup sur la Vilaine, où on s'aperçoit qu'on a un léger décalage de quelques jours entre les prédictions du modèle et le moment où les poissons sont observés au niveau de la station de comptage, qui est au niveau du barrage de la Vilaine. Et ça, c'est lié à un contexte assez particulier où en fait, on a le barrage qui est situé quasiment au niveau de l'estuaire, donc qui est la station de comptage est située à ce niveau-là. Par contre, la station hydrologique qui a été utilisée, elle est située en amont du bassin de rétention. Et on a un effet aussi du bassin de rétention sur le passage des anguilles. Du coup, là, on observe, en fait, on prédit le moment où les poissons entrent dans le bassin du barrage, mais pas le moment où ils en sortent, parce qu'on a un effet tampon lié à ce bassin. Et un autre cas qui est encore plus flagrant, c'est par exemple ce qu'on observe au niveau de la Somme, où on a un régime hydrologique qui est très chaotique, avec plein de micro-pics de débit, et puis surtout une stabilité annuelle avec un régime hydrologique qui est plat, mais avec plein de pics dans tous les sens. Et ça, le modèle, il ne comprend pas du tout ce qui se passe, parce qu'il est incapable là-dedans d'identifier un pic de crue, parce qu'il n'y a pas vraiment de pic de crue. Et ça, c'est lié à la configuration de la Somme, où en fait, c'est une série d'éclusages qu'on va retrouver sur ces sites-là, avec une variation du coût du débit, un débit qui est très très affecté et très anthropisé. Donc pour conclure, cette première approche qui était du coup un coup d'essai pour voir ce qu'on pouvait faire pour obtenir des modèles transférables d'un site à l'autre, ça fonctionne assez bien. La stratégie qu'on a essayé de mettre en place, c'était d'avoir une approche le plus flexible possible, de manière à ce que ce ne soit pas un outil qui soit figé dans le temps, un modèle qu'on a juste à un moment donné et sur lequel on ne peut plus rien faire, on ne peut plus le moduler. Du coup, en fait, la stratégie a été d'ajuster du coup des modèles indépendamment les uns des autres, qu'on a inclus du coup dans un package R, donc en fait qui est disponible par tout le monde à partir du moment où on commence un petit peu à manipuler R, donc c'est un logiciel statistique. Chacun peut faire ses propres prédictions en fonction de son contexte donné. Et du coup, cette stratégie qui est basée du coup sur des sites indépendants, enfin des modélisations indépendantes pour chacun des sites, elle permet de rajouter de nouveaux sites. Ça veut dire que potentiellement, si on a d'autres jeux de données disponibles, on peut facilement raccrocher à ces prédictions de nouveaux sites pour lesquels on ajusterait indépendamment un modèle et on continue à faire fonctionner la boîte. Parce que l'intérêt de ce type d'approche, c'est de se dire que plus on aura d'exemples de conditions hydrologiques différentes, plus on sera capable de prédire ce qui se passe dans différents contextes. Du coup, c'est ce que je dis là. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer d'étendre un petit peu ce jeu de données test où on a une dizaine de rivières pour lesquelles ça marche bien, à des contextes hydrologiques différents. Pourquoi pas les cours d'eau méditerranéens qui ont un cadre hydrologique un petit peu différent de ce qu'on peut observer, les ajouter à ce type d'approche pour élargir en fait les conditions d'application du modèle. Et puis voir ce que ça donne en termes de prédiction et de capacité du coup de prédiction. Et voilà, je m'arrêterai là.